Bonjour. Je vous remercie pour votre écoute de la deuxième partie de ce programme. Nous avons évoqué brièvement dans la première partie l'histoire de la vaccination et comment fonctionnent les vaccins. Nous allons maintenant nous pencher sur les raisons qui poussent certains à refuser la vaccination, avant d'aborder dans la troisième partie de ce programme les conséquences du refus de vaccination. En essayant de comprendre pourquoi certains refusent la vaccination, nous parlerons de la crainte que les vaccins eux-mêmes puissent causer des maladies ou satureraient, dit-on, le système immunitaire. Nous évoquerons le rôle d'Internet et le rôle des médecins, puisqu'après tout, ce sont les médecins qui prescrivent les vaccins et les administrent. Alors quelles sont ces raisons qui poussent certains à refuser les vaccins, alors que l'on connaît bien le contexte de leur développement et les efforts faits pour assurer qu'ils sont efficaces et sûrs? On peut citer quelques réalités familières, ces phrases que nous avons probablement tous entendues. On vaccine plus tard, parce que ce n'est pas nécessaire si tôt. Mais alors, quel est le bon âge? Ou alors on choisit quelques vaccins, les plus importants, dit-on. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les plus importants? Ou alors encore on sépare les vaccins. Et est-ce que cela fait moins mal et qu'on est ainsi mieux vacciné? Ou alors on change le calendrier, mais est-ce encore une fois pour un mieux? Ou encore, on donne des vaccins inadaptés pour l'âge. Et quel en serait, une fois de plus, l'intérêt? Malheureusement, parfois, on ne vaccine pas du tout. Les vaccins seraient-ils donc inutiles? La situation a été en réalité bien étudiée aux États-Unis. Il en ressort que les doutes sur la sûreté de la vaccination et la crainte des effets secondaires sont une cause majeure d'hésitation ou de refus de la vaccination dans ce pays. Cela s'applique à 60 voire 70% de ceux qui hésitent ou refusent de vacciner leurs enfants. Mais d'autres arguments, bien entendu, viennent compléter cette crainte des effets indésirables. On dit que les vaccins sont inefficaces, ou encore que les maladies couvertes ne sont pas dangereuses, ou alors qu'il vaut mieux s'immuniser naturellement par la maladie, ou même encore, si la maladie survient, c'est que Dieu le veut. En fait, quand on entend dire que les vaccins sont inefficaces, il est assez simple de prouver le contraire, et de manière très parlante, sauf bien sûr si l'on ne croit pas que ces données sont exactes. Ces tableaux émanent du CDC américain, l'organe de santé publique de l'État, et montrent l'évolution, en fonction du temps, du nombre de cas d'une série de maladies pour lesquelles il existe une vaccination. Alors sans entrer dans le détail du tableau, les lignes pointillées bleues indiquent le moment de l'introduction du vaccin dans la population. Vous pourrez constater, dans bien des cas, une diminution majeure et rapide du nombre de cas de ces maladies après l'introduction du vaccin. Ici pour la diphtérie, la rougeole, le tétanos, les oreillons. Ici encore pour la coqueluche, la rubéole, la polio, les infections invasives à Haemophilus B, ce qui montre que non seulement la vaccination est efficace, mais qu'elle est en outre une des interventions de santé parmi les plus efficaces. Ici enfin, l'exemple plus récent des maladies invasives à pneumocoque. Et donc, on pourra, je pense, convenir que les vaccins sont en effet efficaces, et même simplement sur base de ces tableaux. Vous savez par ailleurs comment l'efficacité des vaccins est montrée dans le cadre des études cliniques dont nous avons parlé, ainsi que la méthodologie et la réglementation qui soutiennent et entourent ces études. On voit aussi que les vaccins préviennent des maladies graves dans bien des cas. Prenons simplement le cas de la rougeole. Elle tue très souvent en Afrique. Ceux qui ont travaillé comme moi pourront en témoigner. La rougeole, cependant, tue également en Europe, bien que moins souvent. La vaccination prévient en effet la plus grande partie de ces décès, que cela soit en Afrique ou en Europe. En réalité, on peut dire que la complaisance par rapport aux risques en Europe et aux USA est la conséquence directe du succès de la vaccination. Mais le refus de la vaccination est certainement aussi lié à un problème de confiance dans la vaccination, que ce soit envers les agences gouvernementales de santé ou l'industrie pharmaceutique, et ce, malgré une série de précautions prises pour assurer l'efficacité et la sûreté des vaccins mis sur le marché. Cette question n'est cependant pas un problème simple. En effet, il existe un cadre légal, méthodologique et réglementaire, mais ces garde-fous ne sont pas parfaits. N'oublions pas que des milliards de dollars sont impliqués, et la survie d'une compagnie pharmaceutique dépend
de la mise sur le marché des produits développés. En l'occurrence, il revient à l'industrie de prouver auprès du régulateur, que ce soit la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, que son produit est à la fois sûr et efficace. Le problème, c'est que c'est l'industrie qui gère et finance les études cliniques sur ses propres produits, ce qui est un conflit d'intérêts assez évident, vous en conviendrez. L'industrie a le droit aussi de garder secret une partie de la documentation concernant ses études, des éléments qui peuvent parfois changer le profil officiel d'un produit pharmaceutique. Nous verrons à cet égard la saga de l'oseltamivir sur la dia qui suit. Les études cliniques manquent encore de la transparence nécessaire, et il est important de soutenir ceux qui poussent à plus de transparence, notamment des groupes comme alltrials.net. Oui, le problème de la méfiance trouve malheureusement une certaine justification. Et donc pour illustrer ce que je viens de dire, voici donc quelques liens utiles concernant d'abord la polémique énorme qui a entouré l'oseltamivir et le zanamivir, drogues destinées au traitement de la grippe, après que Roche et GSK aient été obligés de publier une série de résultats non favorables à leurs produits contre la grippe, jugés finalement moins efficaces et associés à plus d'effets indésirables que ce qui avait été dit pendant des années. Voici aussi un lien vers alltrials.net dont j'ai parlé tout de suite, qui montre la détermination et la vivacité d'une communauté de spécialistes en méthodologie sur la recherche clinique, pour exiger plus de transparence dans cette recherche, avec pression faite sur le régulateur, le législateur et bien sûr l'industrie. Je peux ajouter que ces questions sont au cœur de la problématique de la médecine basée sur les faits, et je vous invite à aller voir le site de Cochrane.org si vous ne connaissez pas encore cette organisation. Alors on l'a vu, le problème de la crainte dans la sûreté des vaccins est une question majeure pour beaucoup de gens, et on le comprend. Une enquête a récemment évalué l'importance de cette crainte dans plusieurs pays du monde, et c'est la carte que vous voyez ici. La question posée était, dans cette étude, je pense que les vaccins sont sûrs, d'accord ou pas d'accord. Alors plus c'est rouge, moins on est d'accord. La France est en rouge foncé. On voit mieux la Belgique sur la diapositive suivante. Et en Belgique, on est plus ou moins d'accord que les vaccins sont sûrs, ou on ne sait pas trop quoi dire sur le sujet, ce qui représente tout de même près de 60% des répondants. Par contre, plus de 10% des gens interrogés estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. Plus encore, pensent que les vaccins sont incompatibles avec leur religion. Alors ces réponses devraient nous donner une idée des stratégies de solutions auxquelles on peut penser pour notre pays. En comparaison avec nos voisins, on voit que la Belgique est un mélange entre les avis français et ceux des Pays-Bas. En France, la perception de la sûreté des vaccins par la population est clairement un élément important et d'ailleurs inquiétant à prendre en compte. En Belgique, tout comme aux Pays-Bas, la question de la religion semble être incontournable. La question est de savoir à quel niveau se produit l'association entre vaccins et religion dans la société. Les auteurs de l'enquête écrivent « Aucune religion n'était, et je cite, en particulier associée à l'échelle mondiale à des attitudes négatives envers la vaccination. Cela indique que l'effet de la foi sur les attitudes des vaccins dépend du contexte local et que ces attitudes ne sont pas forcément motivées par la doctrine religieuse en soi, mais médiées par des facteurs politiques, socioculturels et autres. » Toujours dans le contexte de la crainte des effets nocifs des vaccins, il y a bien entendu l'attribution aux vaccins, erronée dans la plupart des cas, d'une série de problèmes de santé spécifiques. Il faut commencer par la question la plus tristement célèbre, celle de l'association supposée du vaccin rougeole, rubéole et oreillon avec l'autisme. C'est une des histoires les plus dommageables à la vaccination et qui encore à travers le monde pousse de nombreux parents à ne pas vacciner leurs enfants contre la rougeole. L'histoire est apparue en 1998 lors de la publication dans le Lancet d'un article par Wakefield et ses collègues. Le papier décrit un ensemble de 12 cas pédiatriques d'inflammation de l'intestin avec régression du développement. Les auteurs concluent à une association possible entre les anomalies intestinales, la régression et des causes environnementales, dont le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Alors, Brian Deer, un journaliste, a investigué les affaires d'Andrew Wakefield dans les années 2000.
Et cette enquête journalistique au départ a abouti en 2011 à la rétraction pour fraude, la faute scientifique la plus grave, de l'article de 1998 du Lancet. Andrew Wakefield a par la suite été interdit de pratique de la médecine au Royaume-Uni. Pourtant, la polémique continue aujourd'hui sur Internet et à travers le film Vaxxed, produit par Wakefield, alors même que la controverse scientifique, elle, est bien éteinte. Et donc en résumé, disons encore une fois clairement les choses. Il n'y a pas eu d'association démontrée entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Et les allégations de lien entre le vaccin et l'autisme résultent d'une fraude scientifique. Vous aurez probablement entendu parler de l'association supposée entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique dont la cause reste inconnue. Ici encore, la réponse a été donnée clairement. Il n'existe pas d'association jamais démontrée entre la sclérose en plaques et le vaccin d'hépatite B. Pourtant, cette association supposée et la crainte de la vaccination contre l'hépatite B qu'elle induit est toujours bien vivace dans la population, en France où la controverse est apparue, mais aussi en Belgique. Voici l'affaire en résumé en citant les articles de référence. En octobre 1998, malgré l'absence de preuves scientifiques objectives, les autorités sanitaires françaises ont suspendu la vaccination contre l'hépatite B. Et cela, je cite toujours, en raison des préoccupations du public selon lesquelles la vaccination contre l'hépatite B pourrait être liée à de nouveaux cas ou à des exacerbations de sclérose en plaques. Depuis lors, l'utilisation du vaccin contre l'hépatite B a diminué en France, où les étiquettes de vaccins affichent désormais la sclérose en plaques comme une contre-indication au vaccin. Et ce, malgré le fait que plusieurs groupes d'experts internationaux ont examiné attentivement les données et n'ont pas trouvé de preuves à l'appui d'une telle relation. Alors comme preuve que cette controverse est en effet bien vivace, lors d'une étude sur la perception de la vaccination chez des parents consultant un centre de vaccination en 2015, en France, et donc 81% d'entre eux étant favorables à la vaccination, les réponses suivantes donnent le ton. 28,7% estiment qu'il existe réellement un lien entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. À peu près 51% d'entre eux pensent qu'il est minimisé ce lien par les industries pharmaceutiques. 18% d'entre eux pensent que les vaccins stimulent trop le système immunitaire. On va en reparler. La moitié considère que les adjuvants sont toxiques pour la santé. On en reparlera également. La controverse n'est donc pas éteinte, malgré que 8 études publiées entre 1999 et 2007 ont finalement permis d'écarter un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Et malgré que la commission de pharmacovigilance en France a pu conclure en 2011 à l'absence de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Mais les controverses apparaissent également avec d'autres vaccins, comme par exemple le vaccin contre le papillomavirus, qui protège contre le cancer du col de l'utérus, et qui fait partie d'ailleurs des vaccinations recommandées par l'ONU. Ce vaccin induirait chez les jeunes une activité sexuelle débridée, dit-on. Le vaccin HPV est encore considéré par d'autres comme le résultat d'une influence excessive de l'industrie, et il aurait en outre causé la mort d'une jeune fille. Mort expliquée en fait à l'autopsie par une tumeur maligne dans le thorax. Pour le vaccin contre le méningocoque, la méningococcémie étant, je vous le rappelle, une maladie gravissime. Une relation a été faite avec le développement d'un syndrome de Guillain-Barré. Le Guillain-Barré est, je vous le rappelle, une paralysie aiguë, réversible, mais néanmoins parfois sévère, avec 85% de guérison complète en quelques semaines. Alors dans les semaines qui suivent la vaccination avec Menactra, qui est un vaccin commercialisé aux États-Unis contre le méningocoque et similaire au vaccin Nimenrix ici en Europe, on aurait observé 15 cas de Guillain-Barré au total, jusqu'en septembre 2006. Mais lors d'un suivi systématique pendant 5 ans, jusqu'en 2010, et après près de 900 000 doses de vaccins administrées, aucun cas de Guillain-Barré n'a été rapporté. Par ailleurs, la principale cause de Guillain-Barré est, rappelons-le, l'infection par Campylobacter jejuni, qui est une maladie animale
largement prévenus par le lavage des mains et des mesures d'hygiène standards lors de la préparation des aliments, notamment ne pas mélanger le cru et le cuit. Alors pour continuer avec la saga Guillain-Barré, le vaccin H1N1, administré en prévention de la grippe dite porcine, il a également été incriminé comme entraînant ce syndrome. La polémique est née d'un vaccin H1N1 fabriqué en 1976 et qui avait été associé au développement bien réel, cette fois, du syndrome de Guillain-Barré à cette époque. Le risque associé au vaccin H1N1 actuel, fabriqué avec les mêmes techniques que le vaccin de la grippe saisonnière, est en fait très faible, voire nul. Bien sûr, il existe encore la crainte que le vaccin contre l'influenza contient parfois du thiomersal, qui est un dérivé de mercure ajouté à des fins antiseptiques, et jamais, par contre, associé à une quelconque anomalie clinique. On est d'accord, le mercure n'est pas très bon pour la santé. Notons que ce produit n'est pas présent dans les vaccins Influvac, Vaxigrippe et Alpharix disponibles en Belgique. Et il y a aussi la crainte que pas assez de tests ont été faits sur les enfants, ce qui est une remarque probablement valable et qui s'applique d'ailleurs à presque toute la pharmacopée. Les cohortes d'enfants dans les phases de recherche d'un médicament sont en effet bien souvent trop petites, voire inexistantes. Et c'est la raison pour laquelle un bon nombre de médicaments sont utilisés en off-label par les pédiatres, c'est-à-dire en dehors des indications officielles du médicament, ce qui pose bien sûr un problème éthique. Mais il faut dire que c'est chaque fois aussi une opportunité pour mener une recherche académique sur le sujet, plutôt que de continuer l'off-label en disant qu'on n'a pas d'autre choix. L'influenza est aussi une maladie bénigne, dit-on, mais en fait dangereuse pour les extrêmes en âge, chez les jeunes enfants, les nourrissons et les personnes âgées. Il faut dire que pour beaucoup de gens, un rhume équivaut à la grippe, mais la grippe entraîne souvent, en plus de fortes fièvres et des douleurs musculaires importantes. Alors la question de l'aluminium dans les vaccins est née d'articles décrivant des cas de syndrome d'activation macrophagique. C'est une maladie qui est rare, entraînant une activation immunitaire excessive et dangereuse, survenant chez des individus génétiquement prédisposés. L'accusation était ici que l'aluminium présent dans les vaccins causerait ce syndrome d'activation macrophagique, et aussi que l'aluminium diffuse dans le cerveau et entraîne encore la démence d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Alors pour être tout à fait clair, l'Académie de médecine en France ainsi que le Haut Conseil de santé publique dans ce pays ont expliqué dans des rapports de 2012 et 2013 que ces allégations ne reposaient sur aucun fait scientifique. Et donc, en résumé, on n'a jamais montré que l'aluminium causait de maladies systémiques. Par ailleurs, l'hydroxyde ou l'oxyde d'aluminium constitue également la base active de médicaments antiacides d'usage courant et anti-reflux tels que le Malox ou le Barexal, et est aussi utilisé chez les enfants, notamment en Belgique. L'aluminium est utilisé dans les vaccins parce qu'il permet d'aider la stimulation du système immunitaire en cas de vaccination. Il est en effet difficile d'obtenir une bonne réponse immunitaire aboutissant à une mémoire immunologique avec les vaccins, et en particulier avec les vaccins non vivants. L'aluminium permet d'aider à créer des conditions de stimulation du système immunitaire inné, telles que le lien entre le système immunitaire inné et adaptatif ait plus de chances d'être réalisé, comme dans le cas de la rencontre avec le microbe réel. Ainsi, lors d'une rencontre avec le virus ou la bactérie, après vaccination, le système immunitaire adaptatif pourra répondre rapidement et empêcher la maladie. Et puis il y a le thiomersal ou thymérosal qu'on a déjà mentionné. On s'est demandé en particulier, au vu de la toxicité neurologique du mercure, si le thiomersal qui était ajouté au vaccin depuis longtemps à fin antiseptique ne contribuait pas à des maladies neurologiques comme l'autisme. Disons tout de suite que jusqu'à présent, on n'a pas montré de lien entre le thiomersal et aucune maladie. Par ailleurs, le thiomersal a été retiré dès 1999 de la plupart des vaccins en Europe et aux États-Unis, comme mesure de précaution, c'est-à-dire sans preuve qu'il était toxique, et à la demande du CDC américain et de l'Académie américaine de pédiatrie. Mais le produit est toujours cependant présent dans certaines préparations de vaccins contre la grippe et dans des vaccins d'autres régions du monde. Ce retrait a aussi eu l'effet paradoxal de faire craindre aux parents que la cause du retrait était bien la preuve d'un lien bien réel avec l'autisme. En réalité,
Dans une étude sur le thiomersal, les quantités de mercure administrées lors de la vaccination annuelle contre la grippe pendant 4 ans et demi, et donc 5 injections du vaccin au total, ces quantités de mercure restent sous le seuil des limites supérieures recommandées par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Alors, on entend encore dire que trop de vaccins saturerait le système immunitaire et donc entraînerait une série, une fois de plus, de maladies, dont l'autisme, des maladies auto-immunes ou encore une sensibilité accrue aux infections. Pourtant, les enfants sont exposés actuellement à travers la vaccination à nettement moins d'antigènes qu'il y a seulement 35 ans. En effet, 125 antigènes aujourd'hui contre plus de 3000 en 1980. Un antigène est une substance comme un morceau de virus ou de bactérie qui génère une réponse du système immunitaire. Par ailleurs, après un suivi d'enfants exposés à plus de 10 000 antigènes, on n'a pas trouvé de corrélation entre l'exposition à un nombre accru d'antigènes et des problèmes de développement neurologique. Et l'on estime en fait qu'un enfant peut simultanément répondre à des milliers d'antigènes. En outre, qu'il soit vacciné ou non, on sait que les enfants ont la même sensibilité aux infections pour lesquelles il n'y a pas de vaccin. Et donc, en réalité, il n'y a actuellement aucune maladie que l'on ait pu trouver qui corrobore l'idée que la vaccination sature le système immunitaire. Et qu'en est-il d'Internet? Puisque, bien sûr, Internet permet d'accéder rapidement à une mine d'informations à travers sites et médias sociaux. L'étude de 2005 présentée ici date sans doute un peu, notamment parce qu'elle ne pouvait pas encore inclure les médias sociaux qui ont récemment encore augmenté la vitesse de propagation des idées. Vous pouvez cependant déjà y trouver une série de choses souvent entendues encore aujourd'hui comme la vaccination est impliquée dans le développement de maladies dont la fréquence est en augmentation ou dont on ne comprend pas encore bien le mécanisme comme l'autisme, le diabète, la sclérose en plaques, l'activation macrophagique, etc. On retrouve la critique des contaminants également et autres substances ajoutées au vaccin, dénoncées comme ayant des effets indésirables sur la santé. On dit encore que les vaccins n'apporteraient qu'une protection temporaire ou qu'il y a un abus de l'establishment, un viol du droit des individus et un cover-up à haut niveau sur les effets réels des vaccins. On est dans la théorie du complot. C'est un vieux papier, mais vous le voyez, rien n'est vraiment nouveau. Il suffit d'écrire danger et vaccin sur Google pour retrouver en moins d'une seconde 471 000 résultats, et c'est juste en français, avec un accès fin août 2017. En effet, parmi les premiers résultats retrouvés sur cette page, mais allons-nous souvent sur la page 2 de Google, seul le site du Monde et du Huffington Post n'étaient pas ouvertement anti-vaccins. Les autres, par contre, tels que Théière Cosmique, Santé, Nature, Innovation, Expo Vaccin, Initiative citoyenne, Contrepoint, ne cachent pas, eux, leur hostilité à la vaccination. Pour terminer cette deuxième partie, un sujet peut être sensible, et encore une fois, je n'ai rien inventé. Quel est le rôle des médecins dans l'hésitation ou le refus d'administrer des vaccins? Je cite encore ici une étude française de 2015, pas très loin de chez nous donc, dont j'ai repris un extrait. 16 à 43% des médecins généralistes s'abstiennent parfois ou toujours de recommander au moins un vaccin spécifique à leurs patients. Et on retrouve aussi ce que disait Edzard Ernst plus tôt. Bien que les médecins soient généralement favorables à la vaccination, certains, en particulier ceux dont la pratique inclut l'homéopathie ou l'acupuncture, sont connus comme défavorables à la vaccination. Ou encore plus de médecins ont des doutes quant à la sûreté des vaccins. On peut encore mentionner les perceptions négatives des médecins envers l'aluminium, ce qui fait des médecins, en réalité, des citoyens comme les autres, ce qu'on savait déjà, me direz-vous, y compris vis-à-vis de la vaccination et de ses polémiques. Sauf que, bien entendu, ce sont les médecins qui prescrivent les vaccins et qu'ils ont une influence déterminante, bien entendu, sur la perception de la vaccination par les patients. Les auteurs de cette étude suggèrent naturellement que l'attitude hésitante de certains médecins face à la vaccination nécessite une réponse si l'on veut convaincre les patients qui hésitent face à la vaccination, et proposent d'insister sur la formation des médecins en termes de connaissance de la vaccination et d'offrir aux médecins les outils pour répondre aux allégations sur Internet ou dans les médias.
Bien entendu, la question est complexe et implique que le corps médical ait lui-même confiance dans les informations délivrées par les agences de santé publique. Nous voici donc arrivés à la fin de cette deuxième partie. Nous explorerons les conséquences du refus de la vaccination dans la troisième partie où j'espère vous retrouver également.